tu développes une démarche artistique avec pour support de travail principal la photographie, que tu déclines en séries, installations et vidéos. Comment te définis-tu en tant qu'artiste ? C'est une question qui est particulièrement difficile parce que c'est la question de l'être, donc c'est un peu comme si tu me demandais de me définir en tant qu'être. Et pour l'instant, ça m'est encore impossible. Je pense que j'en saurai un peu plus à la fin de ma vie, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. J'effectue mes travaux artistiques depuis un petit peu plus de 12 ans et j'utilise la photographie comme médium principal, même si je la mixe ensuite avec de la vidéo. J'ai fait évoluer la technique, mais ce qui revient toujours, c'est l'appareil photo, que ce soit en 24-36, en Polaroid ou d'autres formats. Est-ce que tu peux nous expliquer le rapport que tu entretiens avec la photographie justement ? J'utilise mon appareil photo pour exprimer quelque chose. Ça pourrait être l'écriture, ça pourrait être la vidéo ou la sculpture, mais c'est l'appareil photo qui revient constamment pour capter le réel. Et c'est ensuite au montage, puisque le plus souvent ces photographies sont regroupées et mixées avec de la vidéo. Et elles forment une narration plus ou moins hermétique parfois. À première vue, ton travail peut apparaître comme hétérogène et tu expérimentes plusieurs voies. Je pense par exemple à l'installation Vue ou à la série Dorénavant, où les sujets abordés sont radicalement différents de ceux qu'on peut voir dans ton travail chez Verlin, dans ta vidéo Objet Petit A. Comment tu peux expliquer ces variations ? Le fil conducteur de mon travail, c'est l'objet, c'est la mémoire. Comment dans le temps cet objet va être conservé, va être restitué ou non à d'autres. Comment il est le support de projection. Mon travail s'articule autour de cette mémoire des personnes à partir de leurs objets. Dans la plupart des vidéos, on ne voit pas les personnes directement, mais on arrive à les cerner grâce à cette représentation des objets. D'un côté, l'objet travaille plus le rapport de l'humain aussi à la mort, au manque, à l'absence, alors que dans les autres travaux, on est du côté du vivant, on est du côté du corps, on est du côté de l'énergie et de quelque chose qui est très directement sexuel. Mais autant dans les objets, je fais mon possible pour qu'il y ait cette apparence de vivant, autant dans le travail photographique des corps ou des villes, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus mortifère qu'une énergie du corps. On atteint quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe dans la vitalité humaine entre Eros et Thanatos. Le paradoxe, c'est justement de le représenter comme quelque chose de vivant, alors que le corps humain, il sera dans sa complexité entre le côté érotique et le côté mortifère. Dans Globuline cherche Marie, on n'a pas du tout la même approche de la question de l'objet. Oui, dans Globuline, l'objet est plus transitionnel. C'est un sac à dos qui est rempli d'objets. Donc dans Globuline, on part du virtuel et on arrive à la réalité. Et les objets sont là comme des médiums pour aider à l'imaginaire. Donc les hommes que je rencontrais devaient utiliser ces objets pour que nous puissions construire quelque chose ensemble et aussi construire une histoire. Tu as présenté récemment au Théâtre du Gymnase ta performance Une année sans une autre, qui est composée de 3 vidéos et d'une lecture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet ? Il y avait Le Grenier secret, Jour de l'acte et Objet Petit A, ainsi qu'une lecture de brouillon de lettres d'une patiente qui était hospitalisée pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc les 3 travaux sont des travaux sur la résistance de l'objet au temps dans un espace donné. En ce qui concerne les lettres, ce sont les traces de quelqu'un qui n'a jamais pu sortir de l'hôpital. À partir de son hospitalisation, elle n'a plus eu de rapport direct avec l'extérieur, mais par les courriers qu'elle envoie et qu'elle reçoit,
on perçoit ce qu'elle entend de l'extérieur. C'est-à-dire que la société évolue sans elle. Et elle en a des petites bribes de cette manière. Le public a pu découvrir Objet Petit A. Est-ce que tu peux un petit peu nous revenir justement sur cette vidéo qui est la dernière de ta trilogie? Donc la dernière vidéo est un projet qui date, mais la personne que j'ai filmée ne me laissait pas entrer dans son appartement, dans cette intimité. Donc elle me racontait des choses, je savais ce qui existait, mais je ne l'avais pas encore vu. Au moment où enfin j'ai pu pénétrer dans cet appartement, donc là on a pu commencer à les interviews, commencer les photographies, et le film a enfin démarré. Et il s'agit pour cette femme d'une accumulation, et les objets sont le support de sa mémoire. Pour elle aussi, la possibilité à chaque fois d'imaginer un futur. C'est-à-dire qu'en regardant les objets, elle réussit à récupérer la mémoire de sa vie. Elle visualise une forme qui lui rappelle l'histoire de la rencontre qu'elle a eue avec la personne qui lui a offert cet objet. Donc elle retrace comme ça plein de rencontres, plein de relations aux autres, mais elle a cette tendance à s'enfermer et à perdre son espace vital par cette accumulation. Et en même temps, pour elle, c'est une manière de construire ses projets futurs, puisqu'elle imagine toujours faire quelque chose avec. Le problème, c'est que ça réduit son espace vital de manière assez dramatique. Actuellement, pour ce type de problématique, on appelle ça le syndrome de Diogène, l'issue possible, c'est l'hospitalisation de la personne et que l'assistante sociale fasse en sorte de libérer l'appartement de tous ces objets inutiles aux yeux des autres. La société se permet de jeter ces objets et la personne revient chez elle avec un espace plus libre, certes, mais de toute façon, puisque le noyau du problème c'est le manque, elle va de nouveau avoir cette même tendance qui va être de combler ce manque en réaccumulant de la même manière. L'alternative que je lui proposais, c'était d'utiliser les tissus qu'elle accumulait pour construire un objet artistique, et que cet objet artistique pourrait être partagé par d'autres, être vu par d'autres, que nous allions construire une tente et que cet objet serait déposé dans des lieux comme un musée, un centre d'art, un lieu où d'autres personnes pourraient profiter de la vie de cet objet, que ces objets est une suite pour les autres. Donc quelque chose qui n'enferme plus, mais qui ouvre vers d'autres. Jeannette, cette personne a accepté de construire la tente. Par contre, on est actuellement dans un système de vase communicant, puisqu'elle commence à m'apporter des tissus. C'est moi qui commence à les accumuler avant de constituer cette tente, puisque je n'ai toujours pas les budgets pour avoir les tubulures et faire cette construction. Donc actuellement, il y a un passage de ces tissus de chez elle vers mon atelier. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la thématique de l'objet, mais une fois de plus dans cette trilogie, c'est cette thématique-là qui revient. Et pourquoi elle te tient autant à cœur? L'être humain est voué à une fin certaine, alors que l'objet manufacturé est beaucoup plus lent à se détruire, à se dégrader. Le corps humain va passer par une putréfaction, à moins d'être momifié, il va subir comme ça les aléas du temps et disparaître. Alors que l'objet industriel, l'objet manufacturé va être plus conservé dans le temps. Néanmoins, certains objets ont environ 150 ans, sans la destruction très proche de cet objet, puisque quand j'appuyais sur ces petits sacs de 150 ans, la structure du tissu se détruisait et partait en poussière. Donc l'être humain va partir en poussière, et même l'objet à un moment donné aussi va se réduire à cet état-là, mais de manière beaucoup plus longue. Donc il va y avoir l'objet va nous perdurer, Nous, on va vivre une bonne centaine d'années très certainement.
en ce qui me concerne. Et les objets que je photographie vont certainement durer bien plus longtemps. Même si la peinture sera modifiée, l'objet va se ternir, l'objet va être poussiéreux, va être rouillé, enfin suivant toutes les matières qui vont le constituer. Mais il sera beaucoup plus solide que l'être humain et il va porter aussi toutes ces traces de l'humain en fait. Les traces dans sa conception, les traces de la mémoire de la personne à qui il a appartenu. Un objet n'est pas conservé pour rien, ça a toujours un sens, et donc c'est ce sens-là que j'essaye de capter par la photographie. En jour de l'acte, ces objets sont des indices d'une vie familiale, d'une histoire, d'un secret familial. Et ces objets ont été laissés à l'abandon pendant la vente de la maison. Et j'essaye de reconstituer le drame familial à partir de cette impossibilité de jeter les objets. Et il y a quelque chose comme ça qui est aussi un fil conducteur dans cette conservation d'objets, c'est que ce sont à chaque fois des situations où il n'y a pas de filiation. Personne ne va en hériter. Je forme une représentation de ces objets pour les donner à voir à d'autres personnes. Donc peut-être que ça sera ça, cette forme de filiation de ces objets à la fin, c'est qu'il y aura une œuvre qui pourra être donnée à quelqu'un. Donc ce ne sera évidemment pas les objets, mais en tout cas la représentation de ces objets. Ça finit sur une représentation. Ça démarre par une matière, ça finit par une représentation.